Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce webinaire immobilier organisé par WeLink. Alors, l'immobilier, ça va être le sujet de ce soir. On va voir ensemble cette fiscalité immobilière en 2022, investir en privé, investir en société. Ça fait partie des quelques questions aujourd'hui qui se posent, dont beaucoup de personnes se posent aujourd'hui, que ce soit d'un point de vue plutôt fiscal, d'un point de vue plutôt patrimonial, une prise de valeur, un nouveau capital pension, sont des réflexions immobilières qui se posent aujourd'hui et auxquelles on va ensemble ce soir tenter de répondre. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de me présenter brièvement. Je m'appelle Nicolas Cournot. Je travaille pour WeLink maintenant depuis un peu plus de 6 ans. J'ai fait mes études à l'ICHEC à Bruxelles, fiscalité finance. J'ai travaillé un peu dans le milieu bancaire et depuis 2009, j'accompagne les clients, justement, les personnes qui, à mon avis, en tant qu'investisseurs, s'interrogent sur leur futur, s'interrogent sur l'immobilier, d'un point de vue, comme j'ai dit tout à l'heure, fiscal, patrimonial ou encore successoral. Alors, vous allez le voir, on a coupé l'ensemble des micros, vos caméras sont coupées aussi volontairement. Par contre, il y a un petit onglet chat en haut à droite et donc vous pouvez tout à fait interagir, poser vos questions et à la fin du webinaire, je prendrai le temps d'y répondre. Au niveau de WeLink, pour vous faire un résumé, une explication dans les grandes lignes de qui nous sommes. Donc aujourd'hui, WeLink, nous avons la chance d'être environ 450 collaborateurs répartis un peu partout sur la Belgique. Comme vous pouvez le voir, nous avons des bureaux depuis la Flandre jusque Arlon pour le sud de la Wallonie, avec un siège qui se trouve à Gand pour la partie néerlandophone et à Louvain-la-Neuve pour la partie francophone. Et moi, pour ma part, je travaille principalement sur la zone de Namur et sur la province de Luxembourg. Alors, important aujourd'hui, quand on va justement parler de cet aspect immobilier, ça va être dans un premier temps de discuter du contexte actuel, contexte économique au sens large. On va ensuite voir comment, d'un point de vue fiscal, on va pouvoir optimiser certaines situations, voir également l'avantage de l'emprunt, quel type d'emprunt, pour quelles raisons dois-je emprunter. Vous allez voir, il y a la notion de j'emprunte parce que je n'ai pas le choix et j'ai besoin de la banque pour pouvoir réaliser mon investissement. Il y a aussi la notion de j'emprunte pour soit investir plus, soit pour optimiser ma fiscalité et même l'aspect successoral. On va ensuite discuter justement de cette notion d'investir plutôt en privé ou plutôt via une société actuelle ou à créer. Et j'aime bien être assez pragmatique et vous montrer des exemples chiffrés pour arriver à un moment donné sur de la théorie à mettre des chiffres. Et donc c'est la raison pour laquelle il y aura deux explications de plans financiers en fonction de votre situation et de bien comprendre ce qu'il est possible de faire. Et puis je vous expliquerai quel est notre rôle pour vous aider justement à concrétiser ce type d'investissement. Alors vous pouvez bien entendu prendre votre temps, prendre des notes et autres. Maintenant on va voir une matière assez large. C'est la raison pour laquelle, à la fin du webinaire, vous recevrez un lien qui vous enverra le webinaire et la présentation de ce soir. Ça vous permettra comme ça de la revoir à votre aise ou même de la partager, le cas échéant, à une personne de votre connaissance que ça pourrait intéresser ou qui n'aurait pas eu l'occasion de se connecter. Et suite à ce type de webinaire, j'ai des gentilles collaboratrices qui vous repasseront un petit coup de téléphone pour vous proposer qu'on ait un premier rendez-vous. On fait ça en général par Teams, on prend une demi-heure, contexte sanitaire oblige, on fait ça comme ça à distance, on voit un peu qui vous êtes, ce qu'on peut vous apporter et répondre à ce type de questions. Alors voilà, j'ai planté le décor. Maintenant, je vous propose directement d'arriver dans un contexte. Alors, le contexte pour l'instant, si je vous avais donné cette présentation il y a encore quelques mois, mon introduction était liée au Covid et de montrer que le Covid n'avait pas tué l'immobilier. Maintenant, je pense que tout le monde le sait quand on voit les valorisations de l'immobilier sur ces 2 dernières années. À présent, ce qui est beaucoup plus préoccupant encore que ce que le Covid ne pouvait être à un moment donné dans l'économie, c'est cette inflation. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on était en novembre avec une inflation de 5,64%. On est passé en décembre à 5,71. Et ici, pour janvier, on annonce une inflation proche des 7%. Et donc l'inflation, c'est, si on peut vulgariser ça, la perte de votre pouvoir d'achat en pourcentage par an ou l'augmentation du coût des choses. Et donc, on voit quoi? On voit qu'on a cette inflation ici qui est galopante. Et l'objectif, c'est réellement de vous le montrer sur ce petit graphique, où on voit que si on remonte quelques années en arrière, on a eu après la crise de 2007-2009, si on peut l'appeler comme ça, on a même eu dans les années de 2014-2015 une inflation négative, une déflation. On voit qu'ensuite ça s'est stabilisé plus ou moins à un niveau moyen autour des 2%, qui est en général l'inflation qui est recherchée par les banques centrales. Au début de l'année 2021, on était de nouveau redescendu, on était
proche d'une inflation à 0%, et on voit là qu'on a eu une inflation qui est énorme, hein. C'est un niveau qu'on n'avait plus depuis le milieu des années 2000, et ici on a une inflation qui est à plus de 6%. Donc c'est vraiment à prendre en compte. Pourquoi? Évidemment, si on fait une comparaison par rapport au taux qu'on a aujourd'hui sur un compte épargne à 0,11, c'est clair que quand on parle de près de 6% d'inflation, on comprend que d'un côté, on vous donne 0,11 sur votre argent, mais qui perd 6%, on voit le différentiel. Mais j'irai même un peu plus loin que ça. Ce qui est important aussi, qu'il faut comprendre, c'est de se dire, outre la notion de cette épargne qui perd de la valeur, c'est également vos capitaux pension à terme, hein, quand vous avez versé dans des assurances groupes, quand vous avez versé dans des épargnes pension et autres, c'est de se dire que, au final, cet argent vaudra moins dans 20 ans que ce que vous ne pensiez. Ça signifie aussi que la pension légale que vous allez recevoir à terme, en pouvoir d'achat, elle vaudra moins. Et donc, c'est vraiment important de ne jamais oublier l'effet de cette inflation par rapport à un niveau de vie, par rapport à la gestion d'un patrimoine, par rapport aux investissements qu'on doit réaliser. Il y a un point qui reste positif pour l'instant, c'est que les taux d'intérêt bancaires quand je finance et quand j'emprunte restent encore bas. Pour combien de temps, vous allez me dire? C'est clair, c'est la question à se poser, on va le voir dans les slides qui suivent, mais pour l'instant, on reste encore avec des taux d'emprunt qui vont à la grande louche osciller, si on parle d'immobilier de rapport, donc d'investissement, pas l'habitation familiale, entre peut-être 1,3 et 2,5% en fonction des durées, en fonction qu'on apporte des liquidités ou non, en fonction de votre âge, que ce soit du crédit privé ou du crédit professionnel. Et donc aujourd'hui, on se finance à un taux qui est bien inférieur à celui de l'inflation. Et donc c'est vraiment ça qui est opportun, et c'est ce que je souhaite arriver à apporter avec vous dans la réflexion de base ce soir. Alors, on a d'un côté cette inflation qui est galopante, et puis de l'autre côté, on a les banques centrales. La Fed, qui est la banque centrale américaine, qui a réagi ici il y a quelques jours. Pourquoi? Parce que d'un côté, dans un contexte macroéconomique, alors on va pas faire un grand cours d'économie ce soir, c'est pas l'objectif, mais normalement, quand on a une remontée comme ça en flèche de l'inflation, les banques centrales doivent remonter les taux d'intérêt pour calmer les marchés, calmer l'inflation. C'est ce que la Fed annonce. Alors la Fed n'annonce pas j'ai augmenté les taux, de peur que les marchés financiers derrière corrigent, ne dévissent ou que ça soit vraiment mal interprété. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire ici? Ils nous disent, tiens, on a l'intention, lors de la prochaine assemblée, ce serait bien que on commence à augmenter les taux. Et quand on lit l'ensemble de l'article dans les petites lignes, on voit que on s'annonce même aux États-Unis à 3 augmentations des taux successives, ce qui ne s'est plus vu depuis un certain temps. Et donc on a ce côté de on pense que l'inflation va se calmer, mais par contre il y a toujours un risque que l'inflation élevée se prolonge, il y a un risque qu'elle s'accélère même encore plus. Donc c'est vraiment à prendre en considération, c'est de se dire tiens, pour l'instant les taux sont encore bas, j'ai une inflation qui augmente, je sais me financer dans des conditions intéressantes. À l'inverse, on commence à annoncer tout doucement une remontée des taux. Alors vous allez me dire oui, mais ça fait 10 ans qu'on nous dit que les taux sont bas et qu'ils vont remonter, ça fait 10 ans qu'ils sont bas. Oui, c'est vrai qu'ici, ça fait quelques années que c'est resté vraiment intéressant. Là, maintenant, je peux vous assurer qu'on va clairement vers une remontée des taux. Alors, cette remontée des taux, elle a aussi toujours cette réflexion quand on a un capital aujourd'hui, quand on prépare un capital pour sa retraite ou même pour ses enfants, de se positionner entre une bonne diversification de vos avoirs. Il est certain qu'on va parler d'immobilier ce soir. L'objectif n'est pas non plus d'avoir tout dans l'immobilier, c'est d'avoir une bonne répartition en fonction de votre âge et en fonction des besoins en liquidité éventuelle. Maintenant, j'attire quand même votre attention quand je prends ici l'Eurostock 50, donc qui est l'indice qui reprend les 50 plus grandes capitalisations boursières européennes, de regarder un peu dans le rétroviseur et de se dire, tiens, si je retourne en 1998 environ, qu'est-ce que je vois? Je vois la première hausse, c'est la bulle informatique, 2000-2001, le crash qui a suivi. Et puis pour ceux d'entre vous qui étaient déjà investis à ce moment-là, vous avez connu les belles années, de 2003 à 2007, tout est monté et tout est très bien monté. Et puis on a connu 2007, 2008, 2009 avec la barre ici tout en bas au milieu de mon image, mars 2009, avec des niveaux vraiment bas. Puis on a vu qu'en 2013, il y a de nouveau une correction, et puis de 2013 à 2019, plutôt à mars 2019, le début du Covid, des marchés qui étaient plus ou moins stables à la hausse. Début du Covid, on a vu que les indices ont presque divisé de moitié, puis très rapidement, on a eu ici l'année passée, enfin même les 2 dernières années, des bonnes années sur les marchés, donc après Covid. La réflexion qui se passe aujourd'hui, c'est de se dire, tiens, cette remontée d'inflation, et on le voit ces derniers jours, ces dernières semaines, que les marchés ont déjà corrigé. On voit également que quand je regarde le pic de 2001, le pic de 2007, et là où je me trouve aujourd'hui, il faut pas être grand mathématicien pour voir que on est quand même à un moment donné dans des cotations relativement importantes. Ça signifie quoi? Ça signifie que si je fais un parallèle à l'immobilier,
c'est peut-être intéressant pour certains d'entre vous de sortir une partie de plus-value et les sécuriser au travers de l'immobilier. Pour d'autres, à un moment donné, de se dire que c'est peut-être le moment d'investir dans la brique de nouveau pour sécuriser, ou encore, si certains souhaitent réellement continuer à avoir une position sur les marchés financiers, simplement se dire que s'il y a un capital à investir, il est pour nous aujourd'hui plus opportun de le lisser dans le temps et de voir comment les marchés vont évoluer dans les années qui viennent, plutôt que de rentrer en une fois sur le marché au risque d'une correction. Alors, on a ce contexte économique d'inflation, de taux, on l'a vu par rapport également aux marchés financiers qui sont, et c'est clair, qui vont être volatiles, qui le sont aujourd'hui, mais qui vont clairement l'être avec les annonces dans les semaines et dans les mois qui viennent. Et à côté de ça, on a l'immobilier. Alors, pour l'immobilier, je voulais ici mettre un premier graphe donc qui vient de Statbel, qui nous montre en haut l'augmentation des valeurs entre 2020 et 2019 et le troisième trimestre 2021 par rapport au troisième trimestre 2020. Donc ça c'est des données que vous trouvez assez facilement. Si vous mettez immobilier dans Google, mettez immobilier Statbel et vous allez tomber assez facilement sur ce type de schéma. Ce que je veux simplement vous montrer, c'est que on a ici des hausses qui sont réellement importantes. On voit que les appartements sur un an ont pris 9%, les maisons ont pris 11%. En moyenne, si on remonte sur l'outil Statbel et qu'on regarde depuis 1992, on voit qu'on est entre 4,9 et 5,1% en fonction des régions, sans prendre en considération 2021 et 2020. Est-ce que ça va continuer comme ça chaque année? Je pense pas. Est-ce qu'on a une hausse ici qui est quand même le résultat du Covid, avec la réflexion Covid pour les maisons, je veux déménager, et à l'inverse, des gens qui sont réellement excédés de se dire, il y a encore énormément d'argent sur les comptes épargne, on parle de 300 milliards d'euros, et donc ça signifie qu'il y a encore beaucoup d'argent dans le système et que les gens ils sont excédés de ne pas avoir de rentabilité sur cette épargne et de la rentrer dans l'immobilier, c'est certain. Ça va encore soutenir le marché dans les années qui viennent. Maintenant, et vous le verrez au sein de la présentation, quand moi je fais des plans financiers, quand on fait des plans financiers chez Willink, en règle générale, on prend 3% de plus-value moyenne. Tant mieux, ça signifie qu'on est en dessous d'une réalité et que le marché donne plus, mais au moins si ça fonctionne à 3, ben ça fonctionnera encore à 5, à 7, à 9, bien sûr de manière plus intéressante. Quand on regarde en dessous le graphique, bien ce graphique il va nous montrer que dans les grandes lignes, on voit que ce soit les appartements ou les maisons, on a cette gentille hausse au niveau de l'immobilier qui me permet justement d'aller atteindre ces 4, 5, 6% en moyenne quand je prends des durées un peu plus longues. N'oubliez jamais aussi que c'est une moyenne, ça signifie là-dedans qu'il y a des biens qui ont mieux fonctionné, d'autres qui ont moins bien fonctionné, il y a des régions qui ont mieux fonctionné que d'autres, c'est un peu comme dans une classe, il y a toujours des premières classes et des dernières classes, ben ici c'est la moyenne et donc c'est pour ça aussi que si on va vraiment, et c'est le cas, travailler sur les notions de type de bien, de localisation, de construction, et on va réellement pouvoir aller chercher le haut de la rentabilité. On y viendra un peu plus tard, mais je voulais vraiment vous montrer ces chiffres ici. Alors, on va parler de fiscalité, vous l'avez compris ce soir, mais on va voir également que à chaque fiscalité, il y a une réflexion aussi qui arrive en disant, mais tiens, comment je peux la neutraliser, comment je peux en profiter. Alors, il y a une question qui va arriver et que vous posez aussi, c'est de se dire, bah tiens, quid aujourd'hui au niveau des modifications fiscales qu'on attend pour les prochaines années. J'ai pas de boule de cristal, je vais pas vous donner de réponse surfaite. Ce qui est certain, c'est que les États ont besoin d'argent. On l'a vu, à un moment donné, les banques centrales vont devoir augmenter les taux. Si les banques centrales augmentent les taux, ça signifie que la charge de la dette pour les États augmente. Donc ça signifie qu'il faudra rentrer de l'argent dans les caisses. Petite parenthèse, c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui un lobbying des États envers les banques centrales pour ne pas remonter les taux trop vite. Je ferme la parenthèse. Et donc c'est clair qu'aujourd'hui cette fiscalité, elle pourrait évoluer. Comment elle va évoluer? On n'en sait rien. Je dis ça fait bah oui, 12-13 ans que je fais ce métier. Ça fait 12-13 ans que j'entends que tiens l'immobilier va être taxé, l'immobilier ne va plus évoluer de la même manière et au final il y a pas eu de grande différence. Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la réflexion, ce sera d'arriver à une neutralisation, ce sera d'arriver avec des amortissements, et même si à un moment donné on arrive avec une taxation sur plus-value, eh bien ça signifie que s'il y a une taxation sur plus-value, c'est que j'ai eu une plus-value, et donc j'ai eu plus de rentabilité de passer à l'action que de ne rien faire et laisser cet argent sur un compte épargne à 0,11. Et donc ça, c'est vraiment aujourd'hui notre ligne directrice, oui, un fil conducteur même, c'est depuis ces 10 dernières années où on parle de risque de modification fiscale, c'est avec nos clients de continuer à avancer, de conseiller la société quand c'est intéressant, ou tout simplement d'avancer en privé. Et puis à un moment donné, on verra ce qui se passera le jour où une taxation risque d'évoluer. Mais pour le moment, on n'a pas encore réellement d'idée de ce qui pourrait se faire.
Ce qu'on a pu lire dans la presse ces derniers temps sont plutôt des ballons d'essai qu'on appelle ça. L'État lance quelque chose dans la presse et puis il voit un peu comment on réagit et il voit par rapport à ça ce qu'il pourrait faire. N'oublions pas non plus que l'immobilier pour la Belgique, c'est vraiment une activité principale. L'État, quand c'est du neuf, prend 21% de TVA, 12,5% de droits d'enregistrement. Les notaires sont soumis à la TVA. Pas oublier que toutes ces sociétés de construction et autres qui donnent de l'emploi, qui font travailler, ça rapporte des sous. Et puis surtout, on est dans un État aujourd'hui qui n'a plus d'argent et donc qui ne sait pas construire pour loger ses citoyens. Et donc à un moment donné, si vous et moi, on n'investit pas, il y a un problème pour l'État avec un manque de logement. Et donc, est-ce que l'État va permettre de scier la branche, entre guillemets, sur laquelle il est assis? C'est de là que ça devient compliqué. Donc c'est probablement une des raisons pour laquelle il n'y a pas eu de grandes modifications. Alors je reviens à mon slide. Aujourd'hui, quand on parle d'investissement, ensemble, on va parler d'investissement et non pas d'habitation propre et unique. Pas d'habitation pour moi aller y vivre. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui les banques nous stipulent que quand on est dans de l'investissement, on doit se limiter à une quotité de l'ordre de 80%. 80%, c'est quoi? C'est si j'achète un bien qui vaut 100, la banque me prête 80. Elle me demande donc d'apporter 20 plus les frais. J'ai mis ici 20% de frais. Si on est sur du neuf, c'est 21 de TVA sur la partie construction, en règle générale 12,5 sur le terrain, 12,5 sur la totalité si ce sont des biens d'occasion. Que ce soit ici 17 ou 23, le principe est le même. C'est vraiment le but de ce webinaire aujourd'hui, d'attirer votre attention sur les grandes lignes et ensuite de voir ensemble dans votre situation ce qu'on pourra mettre en place. Et donc ça veut dire quoi? Si j'achète un bien qui vaut 100, avec les frais je suis à 120, la banque va me demander d'apporter 40. Alors, soit j'apporte ces 40 en liquidité, c'est ce que la plupart des grandes banques belges vont vous demander, ou l'agence du coin de votre rue va vous demander si vous arrivez avec un projet. Notre rôle, et le rôle aujourd'hui du courtage au niveau crédit, c'est vraiment de se dire oui, on peut apporter des liquidités, mais on peut aussi se servir d'autres types de garanties, à savoir un bien immobilier qui est payé ou partiellement payé, une assurance groupe, des réserves dans cette assurance groupe, un portefeuille de placement. Et l'idée à ce moment-là, c'est de pouvoir dire, tiens, je ne dois pas apporter de liquidité, je donne à la banque une garantie complémentaire. Cette garantie va me permettre d'arriver à la situation suivante, que la banque me finance 120%. Elle prendra bien entendu hypothèque sur les bâtiments que j'achète, mais elle prendra également hypothèque ou garantie sur les autres garanties que j'apporte. Et à ce moment-là, la banque reste dans une quotité de 80%, puisqu'elle a couvert son risque. Quand je parle de garantie immobilière, soit vous êtes déjà aujourd'hui propriétaire d'un bien qui est payé, eh bien on va pouvoir se servir de ce bien-là pour réinvestir, soit vous avez un bien qui est partiellement payé, et à ce moment-là, on verra si on vient avec une hypothèque en deuxième rang ou si on a intérêt à refinancer le bien actuel. Mais donc, vous m'avez bien entendu, oui, aujourd'hui, c'est possible encore de financer à 120% si j'ai des garanties immobilières. Première chose. Deuxième chose, à condition aussi que le calcul entre vos charges et vos revenus soit correct, qu'il y ait des revenus récurrents et qu'on puisse montrer une situation saine au niveau de vos revenus. Alors, point important également, dès qu'on parle d'investissement, et on va parler à ce moment-là de rentabilité, c'est intéressant de bien comprendre aussi ce qu'on va appeler l'effet de levier. Alors, c'est quoi cet effet de levier? J'ai un exemple ici qui est relativement basique, mais qui est vraiment là pour vous montrer les grandes lignes. C'est de se dire, tiens, j'ai acheté en 2000 une maison, un appartement, peu importe, qui valait à l'époque 100 000 euros. On est en 2020, je viens de le revendre et j'en ai eu 200 000 euros. On l'a vu au niveau des graphiques que les valorisations ont pris même plus de valeur sur la même période, mais peu importe à ce stade-ci. Et à l'époque, pour ces 100 000 euros, frais compris le bien que j'avais acheté, j'avais apporté 40 000 euros et la banque m'en avait financé 60 000. Les 60 000 euros, mon crédit a été payé par les loyers pendant 20 ans et aujourd'hui, je revends mon bien. Alors, on se rend compte au final aujourd'hui quand on discute avec des personnes intéressées par l'immobilier ou même des investisseurs qui ont franchi le pas il y a quelques années, quand ils vont calculer une rentabilité, qu'est-ce qu'ils se disent? Tiens, j'ai acheté un bien 100, aujourd'hui il vaut 200. Oui, j'ai fait x2. Avec ça, on n'est pas d'accord. La réflexion, c'est de se dire, mais non, qu'est-ce qu'on a réellement apporté dans l'opération? Dans l'opération ici, j'ai réellement apporté 40 000 euros. Aujourd'hui, je revends mon bien, j'ai 200 000 euros qui arrivent, et donc j'ai fait, non pas x2, j'ai fait x5. Alors évidemment, 200 000 euros de 2020 ne valent pas 200 000 euros de 2000, c'est un fait certain. C'est la même chose par rapport à une assurance groupe ou un placement bancaire quand on vous dit vous aurez ce montant-là à terme, c'est clair. Mais donc c'est de bien vous montrer ici, c'est volontaire que ce soit un exemple relativement basique. Quand on veut calculer une rentabilité sur de l'immobilier, on calcule la rentabilité par rapport aux fonds propres qu'on a réellement apportés. Et à ce moment-là, on peut se dire, tiens, si je n'avais pas été dans l'immobilier avec ces 40 000 euros et que j'avais à l'époque acheté des actions Microsoft,
combien j'aurais, non pas sur base de 100 000 euros d'actions de Microsoft, combien j'aurais aujourd'hui sur base de 40 000 euros d'actions. Et c'est à ce moment-là qu'on peut réellement comparer la rentabilité de l'immobilier qui, avec 40, m'a permis d'acheter 100, est devenu 200, et le financier qui m'a permis, à ce moment-là, avec 40, d'acheter pour 40. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un point important. J'insiste là-dessus. Vous verrez l'incidence que ça a au niveau des plans financiers. Alors, quand on parle également de financement, bien comprendre qu'il y a deux formules de crédit. Il y a réellement le crédit classique, hein, ce que vous connaissez probablement tous, ce que tout le monde fait en règle générale à première réflexion, qui est de dire j'emprunte une certaine somme pendant une certaine durée, je rembourse du capital, je rembourse des intérêts. Au départ, je rembourse une proportion d'intérêts plus importante puisque la banque veut toucher sa commission le plus vite possible et c'est ça qu'on dit souvent, tiens, mais si j'ai fait un crédit sur 15 ans, après 10 ans, je rembourse déjà plus que du capital. L'avantage de ce type de crédit, c'est qu'à terme, tout est remboursé, je suis propriétaire. L'inconvénient, il est double. Premièrement, c'est que je n'aurai pas assez d'intérêt pour neutraliser mes revenus immobiliers imposables. Je place ça ici, je le remets dans une petite boîte. Vous le verrez dans le slide qui suit, ce que je signifie par rapport à ça, ce que je souhaite signifier par rapport à ça. Deuxième chose, aujourd'hui, dès qu'on parle de levier, dès qu'on parle de remettre des biens en garantie et autres, ce n'est malheureusement pas possible d'arriver à une situation où mes loyers nets me permettent de rembourser un crédit classique, même sur 20 ans, si j'ai emprunté 120% du bâtiment. Et donc alors à ce moment-là, ça signifie quoi? C'est que je dois ajouter des sommes parfois importantes tous les mois, ce qui n'est pas forcément l'objectif de ce type d'investissement. C'est la raison pour laquelle on travaille également avec ce qu'on va appeler le crédit bullet, crédit terme fixe, crédit in fine, vous l'appelez comme vous voulez, on aurait dû l'appeler au final crédit intérêt. Ce type de crédit signifie quoi? Que la banque va vous prêter une certaine somme, pendant toute la durée, vous n'allez payer que des intérêts, et à terme, vous remboursez le capital. Dans mon exemple ici, la banque vous a prêté 100 000 euros sur 20 ans, eh bien, 100 000 divisé par 1,02 exposé en 20, hein, l'exposé en 20 est petit, mais il s'y trouve. Ça signifie quoi? Ça signifie que c'est même 100 000 euros donc d'aujourd'hui, mais que je dois rembourser dans 20 ans, en pouvoir d'achat d'aujourd'hui, ne valent plus que 67 500 euros. Par contre, mon bien immobilier, lui, a pris de la valeur. Ça signifie quoi? Que le jour où je revends, je solde le crédit à la banque, je garde la plus-value pour moi, mais surtout, pendant toute la période de remboursement, la mensualité de ce crédit a été bien inférieure au montant du loyer que j'ai perçu. Pour vous donner une idée aujourd'hui, par tranche de 100 000 euros et fonction de votre situation, fonction qu'on apporte des liquidités ou pas, fonction qu'on prenne des garanties ou pas, fonction de la banque auprès de laquelle on va se retourner, on va être dans une mensualité entre 130 et 180 euros par mois par 100 000 euros empruntés. Et donc, c'est vraiment là l'avantage du bullet. Deuxième chose, je vais pouvoir avoir assez d'intérêts et c'est moi qui décide à l'avance des intérêts que je vais avoir en fonction du montant que je prends et de la répartition de mon crédit bullet, entre du crédit bullet et du crédit classique, pour arriver justement à un moment donné à avoir assez de quoi déduire. On va arriver au slide suivant. Enfin, d'un point de vue successoral, l'avantage du bullet, c'est que ça vient créer un passif. En cas de décès, le notaire va regarder quels sont les actifs, moins les passifs, la succession. Donc ce sur quoi on paye des droits de succession, c'est l'actif net. Ça signifie actif moins passif. Ça signifie quoi? Ça signifie que les héritiers ne paieront pas des droits de succession sur la valeur totale puisqu'on vient déduire le crédit. Ensuite, on regarde, tiens, est-ce qu'on a intérêt ou pas d'assurer ce crédit? Je peux déjà vous dire d'avance qu'aujourd'hui, dans 9 dossiers sur 10, on fait sauter les assurances soldes restant dus classiques et bien aimées des banques, puisque pour des biens d'investissement, ça coûte quand même très vite très cher. Et dès qu'on passe 42, 43 ans dans l'étape de mortalité, ça commence à coûter très cher. Ce type d'assurance, c'est pas l'habitation familiale. En cas de décès, c'est des biens qu'on peut toujours revendre. Et donc, sachez que avoir un passif successoral est également quelque chose qui, fiscalement, est intéressant. Mais on en reparlera ensemble avec grand plaisir si ce sont des réflexions qui sont les vôtres aujourd'hui. Alors, cette fameuse fiscalité. On a parfois l'impression de se dire, tiens, en Belgique, on paye pas d'impôt sur les loyers. On paye juste un cadastre. En fait, c'est vrai et c'est pas tout à fait vrai. Oui, on paye ce cadastre. On n'a pas le choix et malheureusement, j'ai pas encore trouvé de solution pour ne pas devoir les payer. Mais donc, le cadastre, on doit le payer. Maintenant, on parle également de revenus immobiliers imposables. Je répète, ceci ne concerne pas votre habitation, ceci ne concerne que les biens que vous avez et qui sont mis en location, ainsi que d'éventuelles secondes résidences. Partons du principe qu'on ait un revenu cadastral indexé de l'ordre de 2 000 euros. Aujourd'hui, le revenu cadastral indexé se calcule par le revenu cadastral fois 1,88 ou 1,89. Il faudrait que je regarde le nouvel indice pour 2022, je ne l'ai pas encore en tête, mais dans votre déclaration,
c'est revenu cadastral indexé qui va se retrouver. Donc environ revenu cadastral fois 1,88 donne revenu cadastral indexé. Et donc pour toute seconde résidence ou bien mis en location, on vient encore augmenter de 40% ce fameux revenu immobilier imposable. Et donc, si dans votre déclaration on voit revenu cadastral indexé 2000 euros, 2000 fois 1,40, ça fait 2800 euros. Ces 2800 euros, il s'agit là du revenu fictif, du revenu théorique que cet appartement, cette maison, aujourd'hui, vous génère. Et donc, ces 2800 euros vont arriver à l'impôt des personnes physiques, plus 2800 euros, comme si vous aviez gagné 2800 euros en plus. Et là-dessus, vous allez très vite vous trouver dans la tranche supérieure au niveau des revenus, puisque ça vient après vos revenus, donc à 50%, plus additionnels communaux, environ 54% si on prend une moyenne d'additionnels communaux à 8%. Ça veut dire que ça va vous coûter 1512 euros par an en plus du cadastre. Ouais, c'est moins sympa quand je sais que j'ai déjà dû payer le cadastre, j'ai dû payer de la TVA, des frais de notaire, des droits d'enregistrement et autres. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé au slide précédent de cette fameuse notion de déduction des intérêts. Aujourd'hui, sans limite de montant, on va pouvoir déduire les intérêts des revenus immobiliers imposables. Alors si, limite de montant, vos revenus immobiliers imposables. Donc si vous avez 30 000 euros de revenus immobiliers imposables, avec 30 000 euros d'intérêt, on peut le mettre à zéro. Et donc dans mon exemple ici, plus 2800, moins 2800, ça signifie que je mets ma fiscalité à zéro et je ne paye pas mes 1512 euros d'impôt. Attention quand même, aujourd'hui, on ne peut plus déduire les intérêts de l'habitation des revenus immobiliers imposables. À l'époque, on disait, tiens, mais vous avez un bâtiment, vous avez deux bâtiments de rapport qui sont payés, vous avez besoin de faire des frais, mettez une piscine chez vous, faites un crédit, on déduira les intérêts et la piscine vous coûtera moins cher. Ça fonctionne plus depuis quelques années maintenant. Donc il y a vraiment la case épargne long terme, épargne logement, assurance vie fiscale, habitation, c'est une chose. Ce dont je vous parle ici, c'est la case dès lors qu'on a plusieurs biens, qu'on génère un revenu immobilier imposable. À ce moment-là, les intérêts qui sont liés à ces bâtiments permettent de déduire. Important de bien comprendre, je possède déjà 3 bâtiments aujourd'hui qui sont payés. Je rachète 2 nouveaux bâtiments avec un crédit pour déduire. Eh bien, je pourrais déduire mes 2 nouveaux bâtiments. Et si j'ai un excédent d'intérêt, je peux également les reporter sur les bâtiments existants. Si maintenant, j'ai toujours une location en privé, mais je ne loue pas un particulier, comme c'était le cas dans le slide précédent, et que je loue à un professionnel, j'ai un ré commercial et c'est une sandwicherie dedans qui me paye 10 000 euros par an. Alors, vous voyez, dans le premier slide, je n'ai pas mis d'intérêt, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je n'ai pas mis, de loyer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ces fonctions, à ce moment-là, non pas des loyers, mais du cadastre. Ici, on parle plus du cadastre. On parle des loyers réellement perçus. Eh bien, dans ces 10 000 euros, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que quand c'est un loyer professionnel, ça signifie que quelqu'un le déduit. J'ai 40% qui est un forfait de frais, sur lequel je ne paierai rien, mais il y a 60% du loyer qui arrive à l'impôt des personnes physiques comme étant un revenu. Soit dans mon exemple, 6 000 euros. 6 000 euros taxés à 54%, eh bien, ça me coûte 3 240 euros. C'est pour ça qu'on a tendance, en général, de dire que sur un loyer professionnel, il y a 30% d'impôt, 70% de net. Alors oui, ici aussi, je pourrais déduire des intérêts, mais il va commencer à me falloir des montants d'intérêt relativement importants. C'est la raison pour laquelle, en général, le particulier préfère acheter de l'immobilier classique, de l'immobilier résidentiel, et non pas de l'immobilier professionnel qui, fiscalement, est plus lourd. Alors, en société maintenant, puisqu'on vient de parler du privé, on va arriver sur cette comparaison du privé et de la société telle que la conférence l'annonçait ici. Bien comprendre qu'en société, on va arriver avec la notion d'amortissement. En privé, il n'y a pas cette notion d'amortissement. On ne peut pas amortir, on ne peut pas déduire des frais autres que les intérêts tels qu'on vient de le voir. Il faut savoir qu'en société, l'ensemble des frais qui sont liés à l'achat, donc que ce soit la TVA, les droits d'enregistrement, les frais de notaire, peu importe, sont amortissables et on peut les amortir en une fois. Ça signifie que si j'achète un bâtiment et j'ai 50 000 euros de frais liés à l'achat, eh bien je peux, ces 50 000 euros, en une fois, les déduire dans mon bilan comme étant une charge, entre guillemets, exceptionnelle. Et donc, j'enlève une grosse partie de mon bénéfice, comme le versement dans une assurance groupe, par exemple. Si c'est un bien à usage professionnel, je suis mécanicien et j'achète un entrepôt, je pourrais l'amortir sur 20 ans. Si, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un bien d'investissement, je pourrais l'amortir, mais en 33 ans. Ça signifie un 33e chaque année. Donc, même si je prends un crédit sur 10 ans, attention à ça, c'est souvent là qu'est le piège. Les gens se disent, je vais rembourser en 10 ans. Non, même si je rembourse en 10 ans, j'achète un bâtiment qui vaut 100 000 euros et je rembourse 10 000 par an,
Dans ma comptabilité, je ne pourrais non pas déduire 10 chaque année, je ne pourrais déduire que 3, un 33e de 100. Et donc, je vais arriver dans une situation où j'ai plus de cash, entre guillemets, parce que j'ai remboursé très vite. Par contre, fiscalement, j'ai toujours du bénéfice. Et donc, je paye de l'impôt alors qu'il n'y a plus de liquidité. C'est vraiment ça qu'on veut éviter, de ne pas rembourser trop vite en société. Ça sert à rien. De toute manière, j'amortis sur 33 ans. Au niveau des revenus de la société, ce qu'il faut savoir, c'est que les loyers deviennent du chiffre d'affaires. On va pouvoir déduire l'ensemble des frais, que ce soit les intérêts, le cadastre, la gestion locative et autres, et amortir, comme je le disais tout à l'heure, un 33e par an. Alors, il y a également, on l'a vu sur les revenus, on l'a vu au niveau de l'achat, il y a également une taxation sur la plus-value. Taxation sur la plus-value que je n'ai pas en personne physique, à condition que je garde le bien en moins 5 ans, 8 ans pour un terrain. Ici, en société, cette taxation sur plus-value, c'est quoi? C'est la différence entre ma valeur nette comptable et le prix de la revente de mon bâtiment. Donc, si en 2012, j'ai acheté un bâtiment pour 330 000 euros, c'est facile pour le diviser en 33, je vais pouvoir amortir 10 000 par an. 330 divisé par 33. Pendant 10 ans, ça signifie que j'ai amorti 100 000 euros. Et donc, ma valeur comptable, c'est 230 000, mais je le revends, admettons, 500 000 euros. Ça signifie que ma plus-value, c'est 270 000 euros. Et donc, sur ces 270 000 euros, je vais avoir une taxation à l'impôt des sociétés de l'ordre de 25%. Ça signifie, dans mon exemple ici, 67 500 euros. Et donc, c'est parfois ça qui va freiner l'investissement en société en se disant, oui, mais en privé, je ne suis pas taxé, en société, je suis taxé. C'est vrai. N'oublions pas qu'en société, j'ai acheté ça avec du brut. Donc, quand le client m'a donné 100, mes mêmes 100 m'ont permis d'acheter mes briques. Si j'avais dû acheter pour 100 en privé, je dois, entre guillemets, aujourd'hui, à la grosse louche, presque sortir 200 de la société pour avoir 100 en privé. Pas oublier également que quand j'ai cette fameuse taxation sur plus-value, je peux décider de l'étaler et je peux l'étaler avec un remploi fiscal, à condition de réinvestir dans quelque chose d'amortissable dans les 5 ans. On pourra en parler également si vous êtes dans le cadre d'une revente imminente ou créée et d'un réinvestissement dans quelque chose qui est amortissable. Le terrain n'est pas amortissable, j'insiste là-dessus, dans les 5 ans qui suivent. Et donc, de nouveau, il faut bien comprendre cette notion et ces différences aujourd'hui entre le privé et la société. Alors, quand on a les questions, et on a souvent les questions aujourd'hui, puisque notre rôle à nous, et vous allez le comprendre, aujourd'hui, n'est pas de remplacer votre fiscaliste, n'est pas de remplacer votre notaire, n'est pas aujourd'hui d'arriver avec des solutions fiscales miraculeuses et faire que vous n'avez plus payé d'impôts. C'est pas ça notre rôle. Nous, aujourd'hui, notre rôle, c'est quoi? C'est de vous aider à créer des plans financiers sur mesure, voir dans votre situation quels sont les leviers qu'on peut aller chercher, voir ensemble l'intérêt qu'il y a par rapport à l'immobilier, construire ce plan financier, obtenir les financements, et puis arriver derrière, et ça c'est vraiment la réflexion principale de notre activité, c'est de vous soumettre des projets immobiliers qui tiennent la route, qui sont bien positionnés, dans lesquels on va vous aider ensuite dans la gestion locative, dans la revente à terme, dans le travail au quotidien, dans la bonne sélection. Mais pour ça, on doit d'abord être certain de voir, tiens, est-ce que dans votre cas, c'est opportun? Quelle stratégie d'investissement on peut mettre en place? Quel type de montant? Donc c'est ce que je dis toujours quand on se voit. Je ne vais pas arriver avec un catalogue de biens immobiliers. Ça, c'est dans un deuxième temps. Dans un premier temps, c'est dans votre cas à vous, dans votre chef à vous, on fait un plan financier ensemble. Une fois qu'on a vu le plan financier ensemble, qu'on est d'accord sur le plan financier, alors à ce moment-là, je vous présente des biens, et puis on peut aller visiter ces biens, je vous montre le cahier des charges, on parle du promoteur, on sélectionne les biens si vous le souhaitez, et ensuite on vous propose de s'occuper de la gestion locative des différents biens. Donc c'est vraiment important de comprendre que c'est ce qui nous démarque aujourd'hui d'une agence immobilière classique qui est là pour, entre guillemets, sortir son catalogue de biens immeubles existants. Notre rôle à nous, c'est de vous aider d'abord dans cette réflexion financière et fiscale. Et donc justement, c'est le cas ici. Est-ce qu'on achète en privé? Est-ce qu'on achète en société? Premièrement, quel est le but? Est-ce que le but, c'est des revenus complémentaires à la retraite? Tu dis, tiens, aujourd'hui, si j'arrive proche de la retraite, j'ai un capital qui est payé en privé, j'ai peut-être plutôt intérêt de le faire en privé, tant que les loyers sont pas taxés du moins, pour avoir ma rente directement. Si je le fais rentrer en société, je dois de nouveau payer de l'impôt des sociétés, je dois de nouveau payer une rémunération et de la fiscalité. Ou à l'inverse, est-ce que c'est plutôt une réflexion plus long terme au travers de la succession et vraiment le développement d'une société patrimoniale qui après passera au travers des générations? Est-ce que l'objectif c'est d'augmenter à un moment donné un patrimoine privé en disant tiens, j'en ai besoin, ne fût-ce que le cas échéant pour vivre, pour aider les enfants ou pour être une garantie pour les achats immobiliers de mes enfants? Est-ce qu'à un moment donné, j'ai aussi des réserves de liquidation que j'ai créées chaque année avec mon comptable dans ma société et de l'argent qui va ressortir vers le privé et qui va être une échéance qui va me permettre également de réinvestir? Et puis surtout, ça va dépendre de tiens, mais où se trouve l'argent? Est-ce que mon argent est en privé? Est-ce que mon argent est déjà dans la société?
Si mon argent est déjà dans une société, ça signifie que j'ai une société qui fonctionne et qui tourne, qui probablement paye de l'impôt. Et là, j'ai intérêt à venir mettre de la déduction fiscale. Si aujourd'hui, et c'est souvent le cas, hein, j'ai encore eu le cas hier, on me demande, tiens, je suis aujourd'hui employé, j'ai ma maison, j'ai un peu de liquidité sur le côté, en privé, j'ai pas de société, je veux créer une société. Pour moi, pas du tout intéressant aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on va aller voir la banque et on aura beaucoup moins de possibilités de financement dans une coquille vide, entre guillemets, parce que cette société ne sera qu'une coquille vide, où on va arriver en disant, tiens, mais je vais créer cette société, je vais avoir les frais qui sont liés à la création de la société, à la comptabilité et autres, pour venir y mettre un bien, peut-être deux biens, maximum trois biens, et au final, mes loyers vont être taxés, ma plus-value va être taxée, et la banque ne me suivra pas, puisque cette société n'aura pas d'autres revenus que les loyers qui vont repartir pour compenser du crédit. Donc, on va le redévelopper ensemble. C'est vraiment important de se dire aujourd'hui, oui, investir en société, mais selon certains critères, selon certaines conditions. Et c'est pas parce que votre voisin a investi en société que directement vous devez foncer et commencer à constituer cette même société. Alors, dans les grandes lignes, l'avantage en société, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, on va utiliser du brut. L'ensemble des frais d'achat peuvent être déductibles en une fois. Donc on peut amortir en une fois les frais liés à l'achat. On va amortir en 33 ans. On a une capacité de remboursement plus élevée. Si à un moment donné, on doit ajouter une certaine somme en plus que ce que le locataire met déjà, en société, ça fait beaucoup moins mal qu'en privé. Si c'est augmenter son salaire en privé pour arriver à rembourser, à un moment donné, ça commence à coûter cher au niveau du montant sorti de la société. Mais par contre, en société, on n'est pas, et on le voit ici, lié ou bloqué avec ces problématiques de capacité de remboursement, avec ces problématiques de quotité. On parle ici de crédit d'investissement, et donc les banques sont beaucoup plus souples. C'est à prendre en considération, beaucoup plus souple pour autant, bien entendu, qu'il y ait une activité qui soit génératrice de revenus et que l'immobilier ne soit pas la seule source de revenus. À ne pas confondre ici, petite parenthèse aussi, on entend parler beaucoup quand on regarde du côté français des SCI, Sociétés Civiles Immobilières et autres. Attention à ne pas comparer ça... pardon. Oups, excusez-moi. Voilà, à ne pas comparer ça à un moment donné avec une société belge, une SPRL, une SA ou autre. C'est chaque pays a ses juridictions. Alors, en société, les points négatifs, comme je viens de le dire à un moment donné, c'est qu'on a cette taxation sur plus-value, taxation des loyers. Et donc, à un moment donné, ça peut coûter cher si l'objectif, c'est de dire, tiens, j'avais de l'argent privé, je le mets dans la société, je dois le ressortir, ou je n'ai pas d'argent dans la société. C'est vraiment ça qu'il faut regarder. Autre point à prendre en compte également, c'est en privé. On l'a vu, les points positifs, c'est que j'ai pas de taxation sur les loyers, pas de taxation sur les plus-values. Je vais pouvoir développer justement des revenus. Je vais pouvoir dégager, grâce au crédit bullet, un surplus de liquidité mensuelle. J'ai un taux qui est en général plus bas qu'en société et j'ai une structure plus simple. Maintenant, les inconvénients, à un moment donné aussi en société, en privé, pardon, c'est que même ma fiscalité, je la connais pas encore. Est-ce qu'elle risque de bouger? Comment est-ce que je pourrais être taxé? Si maintenant ça devient une activité qui n'est plus bon père de famille entre guillemets et j'ai plus de revenus, mais je me lance dans du Airbnb, dans de la location courte durée, je retape des biens, je les revends et autres, on peut être qualifié à 33 voire même à 50% au niveau de la taxation. Donc de nouveau, si maintenant l'objectif vous dites tiens moi je veux être un petit promoteur et je construis chaque année 2-3 maisons et je les revends, faut le faire en société, faut plus chipoter en privé, ça c'est un fait certain. Maintenant, en privé aussi, transmettre est un peu plus compliqué que transmettre une société quand on veut transmettre aux enfants. Attention quand même que depuis 2018, la loi a changé dans le bon sens. Aujourd'hui, tant que je ne dépasse pas une donation tous les 3 ans d'une somme de 150 000 euros, donc si monsieur et madame ont 3 enfants, eh bien, monsieur peut donner 150 à chacun de ses enfants, madame peut donner 150 à chacun de ses enfants, donc ça veut dire 900 au total. Donc tant que je ne dépasse pas 900 000 euros de donation immobilière, j'insiste, on ne parle pas de financier, on parle d'immobilier, je ne dépasse pas une taxation à 3%. Donc ça, c'est quand même également facilité en privé. Alors, pardon, j'ai appris un peu vite. Ma synthèse à moi, et vous l'avez compris, si aujourd'hui vous êtes déjà en société de management par exemple, c'est clairement le cas, il y a des revenus, on ne voulait plus faire des frais pour dire de faire des frais à un moment donné, mais vous continuez à payer de l'impôt, oui pour moi, l'investissement immobilier a du sens. Vous êtes en privé, vous avez déjà un nombre de biens assez important, et la banque commence à vous bloquer en disant tiens, vous commencez à avoir trop de crédit, on va plus trop vous suivre. Oui, la société a du sens pour commencer à reconstituer quelque chose d'autre sur le côté pour demander des financements avec une autre personnalité juridique que vous. Par contre, aujourd'hui, vous avez de la réflexion de dire, tiens,
j'ai un peu des sous qui dorment, j'ai un bien qui est payé, j'ai une assurance groupe que je pourrais utiliser, et je voudrais commencer dans cet investissement immobilier. Croyez-moi, mais on pourra en discuter dans votre cas à vous avec des chiffres, c'est quand même toujours plus simple. Il est peu probable qu'on arrive à un conseil de création justement de cette société. Alors, ça fait un petit temps que je suis en train de parler de fiscalité et de différents points et de vous mettre beaucoup de théories. Alors j'espère que je suis pas trop en train de vous endormir. C'est pas l'objectif. C'est pour ça que je vais vous donner du concret. Je vous ai préparé ici deux plans financiers. Alors, j'ai pas commencé à faire un plan financier privé, plan financier société d'un côté et puis de l'autre. L'objectif de nouveau, pour moi, de ce type de webinaire, c'est d'attirer votre attention et de vous montrer ce qu'il est possible de faire. Alors, premier cas, j'ai un apport de fonds propres et je dis tiens, ben, aujourd'hui j'ai 100 000 euros, j'en ai pas besoin pour vivre, qu'est-ce que je peux faire avec ces 100 000 euros? Eh bien, avec ces 100 000 euros, on va investir pour 300 000 euros dans l'immobilier et on va ici sortir un loyer de 1 000 euros par mois. Prenons l'exemple qu'avec ces 300 000 euros, j'ai un appartement, deux chambres, 85-90 mètres carrés, avec un parking, avec une cave, avec une terrasse. Tout est équipé, tout est peint, les luminaires sont mis, les rails de rideaux et autres, et que je vais en avoir 1 000 euros de loyer par mois puisqu'il est bien localisé. On va pondérer les loyers à 75% de la valeur, de leur valeur. Pardon. Ça signifie quoi? Ça signifie 9/12e. En effet, on va retirer un mois de loyer pour le cadastre, un mois de loyer pour la gestion locative, et puis on va retirer encore un mois de loyer en disant qu'à un moment donné, il y a peut-être une relocation, il y a peut-être un lave-vaisselle à changer après 8 ans, des frais de copropriété, une assurance copropriété et autres. Et donc, dans la pratique, en règle générale, on va être entre 75 et 80% de revenus nets par rapport à un loyer. Les banques considèrent 80, nous on prend en calcul en général 75, tant mieux si c'est plus. Ça signifie que mon bien qui vaut 300, une fois que j'ajoute l'ensemble des frais, j'arrive environ à 370 000 euros. Je vais donc avoir un coût d'achat à 370. Je vais financer 270, puisque 370 moins les 100 000 que j'apporte, je finance 270 000. Alors, j'ai mis ici l'exemple du crédit sur 20 ans. On pourrait également le faire sur 15 ans, dépendant un peu de votre situation. Sachez aujourd'hui que la plupart des banques demandent que le crédit soit terminé quand la personne a au maximum 75 ans. Donc oui, à 60 ans, je sais encore faire un crédit sur 15 ans. Oui, à 65 ans, je sais encore faire un financement sur 10 ans. Ok, donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. Et je vais ici, bon, dans l'exemple, j'ai fait 20 ans ici, et dans le slide d'après, j'ai fait 15 ans. Je vais prendre en crédit classique, donc où je rembourse du capital et des intérêts, 110 000 euros. Ça va me coûter 522 euros par mois. Et je vais en crédit terme fixe, mon crédit bullet de tout à l'heure, emprunter 160 000 euros, qui me coûte 226 euros par mois. Donc c'est beaucoup moins par rapport à une somme plus importante, mais vous l'avez compris, je ne paye ici que des intérêts, je rembourse mon capital à terme. Ça signifie que j'ai une mensualité de 748 euros par mois. Donc en année 1, mes 1000 euros qui donnaient 750, ben, ça me donne 748, je suis à l'équilibre. Et en moyenne sur mes 20 ans, si je garde mon loyer moyen après 10 ans, qui est la moyenne de ma durée d'investissement, eh bien je vais dégager 164 euros en moyenne de par mes indexations. Donc au début j'ai 748, après 10 ans j'ai un peu plus de 1000, et si je regarde après 20 ans, j'ai 1200, ok? Alors, ça représente quand même, mine de rien, 39 000 euros sur ces 20 années. Quel est mon gain? Eh bien, dans 20 ans, si je prends une plus-value annuelle moyenne de 3%, on en a parlé au début du webinaire, j'ai pas été mettre des montants trop élevés tels que c'est le cas aujourd'hui, eh bien, mes 300 000 euros, en 20 ans à 3%, sont devenus 541 833 euros. Je dois alors je revends mon bien et je rembourse mon crédit bullet. Les 160 000 euros que je n'ai pas remboursés. Et donc, soit c'est en revendant mon bien que je les rembourse, soit j'ai mon assurance groupe qui est arrivé, soit j'ai eu un héritage, soit c'est une épargne, peu importe, je rembourse mon crédit de 160 000 euros. Ça veut dire qu'il me reste un solde positif de 381 000 euros et j'ai mon petit surplus tous les mois qui est venu reconstituer près de 40 000 euros. Ça signifie que j'ai un peu plus de 400 000 euros qui sont créés à partir de 100 000 euros. Alors évidemment, ici aussi, c'est 400 000 euros valeur 2042 par rapport à 100 000 euros valeur 2022, mais on a quand même ici un rendement sur fonds propres qui est vraiment attrayant par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui sur le côté financier, c'est-à-dire mes 100 000 euros en 20 ans m'ont permis de me donner 7,5% par an de manière à régénérer ce capital-là. Donc c'est vraiment ça le levier qu'on va pouvoir aller chercher, c'est d'arriver à partir d'une somme de fonds propres et d'une bonne répartition entre un crédit classique et un crédit bullet, d'arriver à une neutralité qu'on ne doit rien ajouter tous les mois, même le cadastre, même la gestion sont compris dans ces frais-là, et que j'ai une plus-value intéressante à aller chercher. Ensuite,
J'ai pris un deuxième exemple en disant, tiens, ici j'apporte pas de cash, mon but c'est uniquement d'utiliser des garanties immobilières existantes. Et admettons que j'ai une garantie immobilière existante de 250 000 euros, eh bien elle va me permettre ici d'acheter un bien pour une valeur de 400 000 euros. Ce bien ou ces deux biens, peu importe à ce stade-ci, qui valent 400 000 euros, me donnent 1350 euros de loyer. Ça veut dire pondéré à 75%, 1010 euros tous les mois. Ici, je vais financer la totalité, puisque si mon bien me coûte 400, une fois que j'ajoute l'ensemble des frais, j'arrive à 495, je n'apporte rien, et donc je finance 495 000 euros sur 15 ans. Pourquoi est-ce que j'ai mis sur 15 ans dans cet exemple-ci? Les banques avec lesquelles on travaille acceptent aujourd'hui de faire du crédit bullet, crédit terme fixe, donc sur 15 ans, mais maximum 15 ans quand j'apporte pas de trésorerie et que je reprends des biens en garantie. On a d'autres banques, comme AXA pour ne pas les citer, qui, dans le slide précédent, acceptent encore de nous suivre aujourd'hui en bullet 20 ans à taux fixe, à condition d'apporter les fonds propres demandés pour la quotité de 80%, sans pour autant devoir remettre des biens en garantie. Mais donc ici, on arrive à un résultat où je sais financer la totalité sur 15 ans en crédit bullet. Ça va me coûter... Alors, ce qu'il faut savoir ici, pardon, c'est que je veux aussi avoir cet équilibre financier. Donc, c'est 495 000, je vais mettre 40 000 euros en crédit classique qui vont me coûter 250 euros tous les mois et 455 000 euros qui vont me coûter 758 euros en crédit bullet. Donc, au total, j'ai 1008 euros de remboursement mensuel pour les 495 000 euros empruntés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis à l'équilibre par rapport à mes loyers nets la première année. Et en moyenne, avec l'indexation, je vais compenser et je vais recréer 175 euros par mois en moyenne. Sur 15 ans, ça donne 31 000 euros. Ici, ce que je vois, c'est que mes biens qui valaient, comme vous l'avez ici, 400 000 euros, on arrive à une valorisation à 3% par an de 722 000. On rembourse le crédit bullet qui était ici bien entendu plus élevé puisque j'ai financé 120% et que je voulais un équilibre entre mon loyer pondéré et mon crédit. Et donc, je rembourse 455. Ça signifie qu'il me reste 267 plus les 31 que j'ai accumulés en ayant déjà pondéré mes loyers à 75%. Ça signifie que j'ai près de 300 000 euros qui m'attendent, entre guillemets, enfin, que j'ai gagné sur la période en ayant uniquement pris une garantie immobilière sur un bien existant. Donc ça, c'est vraiment, moi j'appelle ça réveiller des capitaux dormants. Ce bien, il était là, il continue à être là, on ne le vend pas, on continue à en toucher le loyer, on continue à pouvoir l'habiter, peu importe, mais il nous sert de garantie pour développer du patrimoine. Bien entendu, la seule inconnue que j'ai dans ce plan financier ici, c'est est-ce que la plus-value va être de 3%, de 1% ou de 5%? Vous l'avez compris, c'est elle qui sera le moteur et qui va déterminer la rentabilité de mon investissement. Attention quand même, le crédit bullet en société, c'est beaucoup plus compliqué qu'en privé. On peut le faire, mais en général, on est bloqué à 10 ans et on peut faire du crédit bullet à condition qu'il y ait eu un apport de fonds propres. En société, prendre des biens qui sont payés en garantie, je sais le faire, mais je ne sais pas le faire avec du bullet, mais je sais le faire avec du crédit classique. Et donc, si ma société est bénéficiaire et que je dois ajouter une petite somme pour compléter mon loyer net par rapport au remboursement, c'est beaucoup plus simple de le faire en société qu'en privé, comme je le disais tout à l'heure. Donc, que vous ayez des biens payés en privé ou en société, on aura des solutions pour autant que, bien entendu, que les chiffres de la société soient bons. Alors, on a vu ensemble le contexte économique, hein, ça fait environ 50 minutes que je vous parle. On a vu ensemble les leviers, on a vu la rentabilité, on a vu les plans financiers, on a vu la société, on a vu le privé. Maintenant, c'est bien d'avoir toutes ces informations, mais il faut passer à l'acte. Il faut se dire, OK, comment est-ce que je peux avancer? Sinon, si j'ai pas un petit moteur qui va me permettre de me prendre par la main, et c'est souvent ça qu'on me dit suite à ce type de webinaire, quand nous, après, on concrétise ensemble les investissements, c'est de se dire, bah oui, je sais que je dois le faire, mais à un moment donné, soit j'ai pas trouvé le bien, soit j'ai pas eu le temps, soit je sais pas dans quoi je dois m'embarquer, soit j'avais pas confiance dans tel ou tel promoteur. Notre rôle, ça va vraiment être de vous aider dans la mise en place concrète de ce type d'investissement. Et pour ça, c'est d'abord bien vous connaître. Quel est le temps que vous avez à consacrer? Est-ce que l'immobilier, c'est un placement? Est-ce que l'immobilier, c'est une reconversion professionnelle pour vous? Si c'est une reconversion professionnelle, on va vous aider, nous, sur la partie du crédit et autres, mais c'est vous qui allez trouver l'ancienne grange que vous voulez commencer à retaper. On va vous laisser acheter un petit utilitaire, les outils et passer vos week-ends à aller le retaper. Ça, c'est pas notre rôle. On vous aidera sur la partie crédit. Par contre, bien réfléchir à l'avance en disant est-ce que j'ai envie aujourd'hui, est-ce que j'ai le temps de me lancer dans ce type d'entreprise? Est-ce que j'ai les reins assez solides que si demain je découvre
des choses qui n'étaient pas connues quand j'ai acheté le bâtiment, que ce soit une cave qui était pas connue, que ce soit une citerne, que ce soit un affaissement, que ce soit une stabilité qui n'est pas bonne d'un bâtiment ou autre, est-ce que je vais avoir la possibilité de prendre sur mes fonds propres ce complément, puisque la banque, une fois qu'on a acté, une fois qu'elle a valorisé le bien, c'est pas parce qu'on a 30 ou 50 000 euros de travaux en plus que le bien vaudra 30 ou 50 en plus. Donc attention à ça, attention au respect du plan financier. Aujourd'hui, nous, on travaille essentiellement sur le neuf, qui va nous permettre d'avoir de la sérénité, de la tranquillité d'esprit. On va bien souvent être sous la loi Brenne, donc qui est une loi qui protège l'acheteur en stipulant que vous ne payez que par état de tranche de construction. On ne paye jamais rien d'avance au promoteur. Et il y a une garantie également qui va être donnée par une banque qui va se porter garante, on appelle ça la garantie d'achèvement, qui va se porter garante de la bonne continuité du promoteur et du fait qu'il termine son projet. On va avoir la garantie décennale et surtout notre réflexion à nous, c'est de voir cet investissement immobilier en se disant tiens, j'achète aujourd'hui un bien neuf, je vais garder ça une quinzaine d'années et puis je vends. Je prends ma plus-value, je réinvestis ailleurs, peut-être que c'est dans le financier, peut-être que je rachète une société, peut-être que je donne à mes enfants. Croyez-moi, les biens que nous, on va vous conseiller, l'objectif n'est pas de garder ça pendant les 50 prochaines années. Sinon, vous arrivez à un moment donné dans une situation où on a des biens qui sont payés, on n'a plus rien à déduire. Il y a des frais qui arrivent de manière de plus en plus élevée, et donc ils viennent à manger une grande partie des loyers. Et en plus, successoralement parlant, on n'a rien fait. Et donc là, à ce moment-là, malheureusement, on aurait peut-être mieux fait de revendre il y a quelques années, de racheter au nom des enfants, de faire autre chose, d'aller dans une autre ville qui avait un autre potentiel de prise de valeur. Donc on est vraiment dans ces réflexions de vous accompagner, mais le but n'est pas de garder 200 ans ces bâtiments. Sachez aussi qu'on les revendra beaucoup plus facilement dans 15 ans quand ils sont entre guillemets encore nouveaux, que si on attend 20, 30, 40 ou 50 ans, que les modes passent, que l'énergie passe. On sait que la notion de PEB est de plus en plus importante. Alors aujourd'hui, on est en général dans du A ou dans du B, et tout ce qui devient en dessous devient problématique. Avec l'impact carbone, avec 2030, ça sera encore plus compliqué à terme d'aller revendre des biens plus anciens. Je ferme la parenthèse par rapport à ça. Plan financier, bien plus important, et vous l'avez compris, que la couleur du châssis, ou même que le taux du crédit, que le crédit, on est du 1.7, du 1.8 ou du 1.9, ça changera pas grand-chose sur la durée. Le but, c'est d'être financé, que la banque nous suive, qu'on optimise la fiscalité, qu'on optimise l'aspect successoral, si c'est dans vos réflexions. Alors, point important également, c'est quand on compare des régions aujourd'hui, de se dire qu'il y a des régions en Belgique dont les prix peuvent varier de 1500 à 7000 euros du mètre carré. Mais il y a une raison économique derrière. Pourquoi est-ce que j'ai peut-être une plus grande probabilité de plus-value à Arlon, à Wavre, à Nivelles, à Namur, à Bruxelles, à Gand ou à Anvers que dans des régions du sud du pays, du sud du Hainaut, ou même du sud de la province de Luxembourg, qui sont parfois des régions qui ont un peu plus de mal à se développer parce que il y a moins de transport, il y a moins de commerce, il y a moins de travail. Et donc, tous ces éléments-là sont à prendre en considération. Bonne localisation, vraiment important. Et aussi, quand j'entends parfois des gens qui disent, oui, mais moi j'ai des locataires, j'ai des problèmes avec mes locataires. Souvent, ce sont des biens qui sont plus anciens. Des biens où on a attiré une clientèle, entre guillemets, de locataires moins nantis et qui acceptent entre guillemets de dire bah oui, il y a un peu d'humidité, il y a ceci, il y a cela, je vais payer moins cher parce que c'est encore du balatum au sol, c'est encore du carrelage vert dans la salle de bain, du carrelage rouge dans la cuisine, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et donc à ce moment-là, on n'attire pas le premier classe en termes de locataires. Et donc ça c'est important. Par contre, si on est sur du neuf avec une chouette petite terrasse, une cuisine ouverte, une chambre, un studio, un parking, un immeuble assez sympa, un petit jardinet, peu importe, on va attirer des gens qui sont locataires peut-être parce qu'ils sont venus pour le travail, parce qu'ils viennent de se séparer, parce qu'ils ont décidé de revendre leur maison en arrivant à la retraite ou que sais-je, mais qui ont des revenus et qui vont justement nous permettre d'avoir une bonne rentabilité. Par rapport à ça, petite parenthèse, aujourd'hui aussi, on se dit, tiens, pourquoi est-ce que les gens viendraient à louer un bien à 1000 euros quand ils pourraient acheter quelque chose en remboursant avec 1000 euros? Vous l'avez compris, les critères au niveau bancaire sont de plus en plus compliqués pour le premier achat. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? On dit qu'il faut maximum 90% de quotité. Ça signifie qu'un couple de jeunes qui veut acheter un bien qui vaut 300 000 euros doit apporter 10%, déjà 30 000 euros, plus les frais. Même si c'est un bien d'occasion, 12,5 plus notaire, les recherches et autres, ça fait environ 15%. 15% de 300 000, 45 000, plus les 30 000 d'apport, 75 000 euros. Un couple de jeunes aujourd'hui qui ouvre la porte d'une banque doit apporter 75 000 euros pour acheter un bien à 300 000 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent les gens ont la capacité de rembourser l'emprunt, qui équivaut peut-être dans certains cas au loyer, mais comme il n'y a pas les fonds propres, la banque ne les suit pas. En moyenne, on achetait son premier bien à 31 ans.
On voit aujourd'hui que en Belgique, on voit aujourd'hui que ça va être retardé. On voit aussi qu'au niveau des ménages, on était sur Bruxelles en moyenne à 2,3 personnes par ménage. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant d'aller acheter un appartement 4 chambres quand je sais que en moyenne la demande aujourd'hui est principalement dans du 1 et dans du 2 chambres. Donc ça sont vraiment des réflexions qu'on va vous aider à avoir et c'est vraiment ça notre métier aujourd'hui, le service qu'on apporte à nos clients au travail de Winning Real Estate, qui est notre division immobilière. C'est-à-dire qu'on place en moyenne aujourd'hui 300 biens par an chez nos clients. On gère plus de 1000 biens en gestion. Des biens qu'on sélectionne, vous l'avez compris, dans les principales grandes villes, là où il y a une potentialité de plus-value et de bonne rentabilité. On va vraiment apporter une sélection rigoureuse des locataires, c'est vraiment important, mais on peut se le permettre dans des biens de qualité, dans des biens neufs, dans des biens réfléchis avec un bon PEB. On va suivre le chantier, on va accompagner aux réceptions provisoires, s'assurer que tout a été construit conformément au cahier des charges, s'assurer qu'il n'y ait pas de retard dans la construction, mettre le plan, je l'ai dit tout à l'heure, au niveau du financement, de s'assurer qu'on vous aide justement dans l'obtention de ce financement de manière à ce que ce ne soit pas une problématique pour vous. Et puis, on va s'occuper de la mise en location et de la gestion locative. Les locataires n'ont pas votre numéro de téléphone, c'est nous qui prenons en charge la gestion. Vous ne devez pas aller aux assemblées générales. On va s'occuper des reprises de compteurs, on va s'occuper des indexations, on va s'occuper des recalculs de charges. Donc l'objectif, c'est vraiment d'apporter ce service, mais j'incite, vous êtes propriétaire du bien, on passe l'acte chez votre notaire, donc on n'est pas ici dans des choses un peu farfelues d'investissement à l'étranger, dans des sociétés X ou Y. On va en fait, nous, vraiment vous aider d'un point de vue plan financier, financement, choix des biens, gestion des biens, de manière à pouvoir aller chercher une rentabilité et surtout de la sérénité. Quelques exemples ici de projets pour vous donner quelques idées. Là, un projet sur Nivelles, un projet sur Arlon, un projet sur Liège, un projet sur Namur Centre. Comme vous le voyez, il y a une certaine ligne conductrice, des projets pas trop grands, une architecture assez sympa, de la luminosité. Sur 3 des 4 projets ici, il y a des jardins partagés. Donc c'est vraiment cette réflexion qu'on va aller chercher, puisque on veut une location de qualité, mais on veut surtout également une revente potentielle facile, puisque aujourd'hui se louer, à la limite, tout se loue. Vous achetez un bien sans extérieur, sans parking, plein nord, à côté de la chaudière, au rez-de-chaussée, à un moment donné, il y aura toujours, et c'est triste, mais il y aura toujours un malheureux pour le louer. Par contre, pour le revendre, vous ne revendrez jamais ou pas avec une plus-value. Et donc c'est pour ça que ne regardez pas que la notion du rendement locatif, prenez vraiment également en compte la potentialité de la plus-value qu'on peut avoir à la revente. Et donc, c'est vraiment ça notre rôle, c'est de trouver des biens qui sont rentables pour rembourser les financements, mais également avec un potentiel de plus-value intéressant à terme. En conclusion, on a aujourd'hui une inflation soutenue et une hausse des taux qui arrive. C'est clair. Si on se revoit dans quelques semaines, quelques mois, on en rediscutera. On a également cette fameuse incertitude au niveau des marchés financiers, comme on a pu le voir, hein, des marchés qui sont quand même relativement hauts. Qu'est-ce qui va se passer demain? Est-ce que je risquerai tout mon capital groupe, assurance groupe, capital pension en une fois? Probablement pas. Diversification, c'est un maître mot. Bien comprendre l'effet de levier. Aujourd'hui, c'est la principale source de rendement qu'on va aller chercher, hein. L'argent coûte moins cher que l'inflation, l'argent coûte moins cher que ce qu'il rapporte. L'immobilier continue sa croissance. On ne dit pas que ça va prendre 5, 6, 8, 10% chaque année, mais on voit une continuité dans sa croissance. Bien optimiser la fiscalité en privé comme en société. Réfléchir aussi à un moment donné à tiens, ben, c'est bien investir, mais s'il m'était arrivé quelque chose aujourd'hui, comment est-ce que la famille est protégée? C'est pas pour autant qu'on doit tout transmettre demain aux enfants ou aux partenaires, mais au moins s'assurer que les bonnes réflexions soient prises. Et notre rôle là-dedans, c'est vraiment vous accompagner dans la concrétisation de l'investissement et, si vous le souhaitez, dans la gestion locative. Donc oui, on est aujourd'hui avec une certaine casquette agent immobilier, mais la réflexion, c'est avant d'arriver sur des projets immobiliers qui ne sont pas les nôtres, hein, on n'est pas promoteur. Nous, on va vraiment avoir un rôle de courtage. C'est d'abord regarder dans votre situation au niveau financier, qu'est-ce qu'il est possible d'apporter comme solution. Alors, pour revenir à notre modèle aujourd'hui et aux différentes solutions dont j'ai parlé, c'est vraiment ça la force de notre groupe, du groupe WeLink aujourd'hui, c'est qu'on peut aider nos clients aussi bien sur la notion de l'assurance, qu'elle soit vie ou qu'elle soit non-vie, c'est-à-dire plutôt voiture, maison, incendie ou autre. Réflexion au niveau placement bancaire, au niveau financement, au niveau crédit. C'est vraiment une grosse activité aujourd'hui chez WeLink, principalement pour le volet immobilier. L'immobilier, c'est vous aider dans la sélection des projets, dans la gestion des projets, mais également en ayant toujours une certaine approche life planning. J'entends par là, comme on a parlé, tiens, comment on protège, comment on constitue, comment on optimise, comment le cas échéant on transmet ce patrimoine. C'est vraiment aujourd'hui notre fer de lance de pouvoir aider sur l'ensemble de ces solutions
de manière à pas devoir courir à gauche, à droite pour reconstituer les informations. Alors, il y a une citation que j'aime assez bien, qui est vraiment de se dire que l'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire. Et donc, j'invite tout un chacun à se poser vraiment la question de se dire, OK, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, qu'est-ce que je me vois faire niveau professionnel, niveau patrimonial, quels sont mes rêves, qu'est-ce que je dois arriver à constituer comme patrimoine pour justement y arriver. C'est un point important. Je vous mets mes coordonnées ici, vous avez mon téléphone, vous avez mon mail. Le mail, c'est très facile. Ça va revenir sur le slide d'après. La réflexion aussi, quand on parle d'un plan, d'une réflexion, contexte sanitaire un peu oblige, on propose d'avoir un premier contact par vidéoconférence. Donc mes collègues vont gentiment vous passer un petit coup de téléphone, voir si vous avez apprécié le webinaire et si vous souhaitez qu'on prenne une demi-heure ensemble pour en parler. Moi, je vous envoie un lien. Vous cliquez sur le lien, on arrive via Teams. C'est très facile. On discute. Moi, j'explique dans votre situation les réflexions qu'on pourrait avoir. Et si vous souhaitez, à la fin de ce rendez-vous-là, se revoir, alors à ce moment-là, on essaie de se voir en présentiel. C'est quand même plus simple. On a adapté nos différents bureaux de manière à pouvoir le réaliser aujourd'hui. Mais dans un premier temps, c'est un premier rendez-vous qui vous engage à rien. Nous non plus d'ailleurs. C'est vraiment une discussion ensemble et voir dans votre situation ce qu'on pourrait vous apporter. Voilà, si vous avez des questions, donc je répète, il y a le petit onglet chat à droite. Vous pouvez envoyer les questions et je vais prendre encore quelques minutes pour y répondre. Je vois qu'il y a déjà quelques questions qui arrivent. Alors, on me demande si, dans les exemples, je n'oublie pas de tenir compte d'une possible taxation de la plus-value en privé. Si oui, que deviendrait le rendement de 7,5 par exemple, excusez-moi. Oui, en effet, dans les exemples que j'ai donnés aujourd'hui, j'ai parlé par rapport à la fiscalité actuelle et donc je n'ai pas mis de taxation sur plus-value. Il est certain que si demain on arrive avec une taxation sur une plus-value immobilière de l'ordre de 30%, eh bien on va pouvoir retirer une rentabilité. Alors, c'est pas retirer 30% de 7,5 parce qu'il y a le levier, mais oui, s'il y a une modification fiscale, c'est clair qu'il y aura moins. Mais je me répète, et ça j'en suis convaincu, et j'en parle même personnellement, aujourd'hui, pour arriver à se constituer cet aspect de tranquillité, de rentabiliser à un moment donné une épargne ou de capital pension, même si on arrivait avec une taxation sur l'immobilier, ce que je ne souhaite pas, mais même si on arrivait, à un moment donné, je reste convaincu que sur le long terme, ça restera quand même toujours plus intéressant que de ne rien faire ou laisser ses liquidités dormir, première chose. Deuxième chose, je vous invite aussi à regarder l'évolution des prix, que ce soit en France, que ce soit au Royaume-Uni, que ce soit au Luxembourg. Ils sont tous plus chers que nous, tous plus chers que Bruxelles, et pourtant les loyers sont taxés, et pourtant les plus-values sont taxées. Donc, ça ne signifie pas qu'une taxation, à un moment donné, va tuer un marché. C'est clair que ça pourrait diminuer une plus-value. Je vais pas dire l'inverse. Alors, alors, il y a une question qui revient en me demandant si investir avec une quotité de 90% n'est plus possible. Alors aujourd'hui, théoriquement, les banques doivent respecter la quotité de 80%. Comment est-ce qu'on arrive un peu à le contourner? Enfin, je suis pas banque, mais dans les dossiers quand on les monte, il y a plusieurs banques aujourd'hui qui acceptent de financer la TVA à 100%. Et donc un calcul de quotité, comment ça se passe? On prend au nominateur le montant du crédit qu'on demande, et au dénominateur, on prend la valeur du bien, hors frais, plus la TVA, à condition que cette banque-là accepte de financer la TVA. Et donc, dans la pratique, c'est le cas même de mon exemple, le premier exemple, où je dis avec 100, on achète pour 300, avec les frais, on arrive à 370. Si la banque ne finançait pas ma TVA, j'explose ma quotité, je suis à plus de 90%. Mais vu que la banque accepte de financer ma TVA, j'augmente en fait la valeur au dénominateur de mon bien, puisque je lui mets dans sa valeur la valeur de la TVA. Et à ce moment-là, dans la pratique, je suis au plus de 90% de quotité, mais dans le calcul de la banque, comme elle finance la TVA, je reste juste en dessous des 80%. On me demande, dans la gestion locative, est-ce que vous prévoyez une assurance pour loyer impayé et éventuellement les frais relatifs à une expulsion, frais de justice, dégâts et autres? Alors, c'est une discussion qu'on a. Il existe aujourd'hui des assurances, en effet, pour couvrir le loyer impayé ou le dégât locatif. À ne pas confondre avec la non-location. Il n'y a aucune assurance qui va couvrir si vous décidez de ne pas mettre en location, si à un moment donné, l'agence immobilière ne fait pas bien son boulot. Il n'y a aucune assurance qui va accepter de faire le tampon entre les deux. Par contre, oui, on peut venir couvrir ce risque en disant c'est tel locataire qui va rentrer dans mon bien, donc il faut le faire au préalable à l'entrée en possession dans le bien du locataire.
et je voudrais couvrir le risque locatif et le risque de dégâts. Et la compagnie, à ce moment-là, va demander des pièces justificatives de revenus par rapport au locataire et elle va se porter garante pour lui. Pour donner une idée, en règle générale, ça se calcule en fonction du loyer. On peut peut-être tourner entre 40 et 50 euros par mois. Ça veut dire que dans la pratique, on n'en met pas beaucoup en place parce qu'on est convaincu aujourd'hui qu'en prenant du bien neuf, bien mis et en sélectionnant, et on fait vraiment attention à la sélection des locataires qu'on va faire, on a en fait très peu de problématiques de ce type. Mais si c'est quelque chose qui est important pour vous, si ça doit dans un plan financier être un paramètre important, oui, on peut tout à fait arriver à mettre en place ce type d'assurance. La quotité, je l'ai dit. Alors on me demande la taxation sur la plus-value si je ne garde pas un bien. Non, j'ai acheté mon bien en 2015 avec une plus-value, je serai taxé à combien? Alors si vous l'avez acheté en 2015, ça signifie qu'on est dans la 7e année et donc il n'y a pas de taxation sur la plus-value. Sinon on a une taxation de 16,5%. Mais ici dans votre cas, on n'a pas de taxation sur plus-value. Petite parenthèse, j'insiste aussi sur le fait qu'il n'y a pas de taxation sur plus-value sur l'habitation familiale, il y a des taxations sur plus-value uniquement sur des biens de rapport. Voilà. Alors, je répète aussi, pour ceux qui auraient raté le début, on va vous envoyer, donc quand vous allez quitter le webinaire ici, vous allez recevoir le replay. Et moi, l'ensemble de vos questions, parce que je vois que les questions sont en train de bien rentrer. Je vais pas vous tenir pour répondre à toutes. C'est pas l'objectif aujourd'hui. Ce sera justement le but de se revoir. Et alors, j'aurai préparé les questions que vous avez posées. Mais donc, on va vous envoyer justement ce replay. Et moi, je reçois vos questions par email. Donc, ce sera l'occasion de vous y répondre quand on vous recontacte. Alors, j'ai encore une question ici sur le statut de marchand de biens. Alors oui, le statut de marchand de biens est un statut qui existe, donc ça signifie quoi? J'achète et je revends. À ce moment-là, il faut quand même savoir qu'on a une récupération, on n'a pas une récupération, on paye moins de droits d'enregistrement, mais on a quand même cette taxation, comme j'en parlais tout à l'heure, au niveau de l'activité. Si c'est une activité professionnelle en tant que telle et reconnue comme un professionnel, ça peut monter jusqu'à 50%. Voilà. Je vous remercie à tous pour votre attention. Je prends bonne note des questions qui sont en train de rentrer. Mes collègues vont vous repasser un petit coup de téléphone dans les jours qui viennent. Ce sera un plaisir pour moi de discuter de ceci avec vous et j'espère que ce séminaire vous a plu. À bientôt. Au revoir.